Bonjour à tous. Une combinaison douteuse. Un hôtel avec une piscine sur le toit, dans une zone sismiquement active. Les secousses balancent la tour et l'eau se déverse d'en haut comme depuis un bol incline. Le spectacle est horrible et j'espère qu'il n'y a personne là-haut. Un tremblement de terre qui a surpris des touristes pendant une promenade dans une forêt enneigée, c'est un conte d'hiver terrifiant. Mais on ne sait pas ce qui se cache sous une épaisse couche de neige, une terre ferme ou une faille potentielle. Manifestement, en Chine, il faut aussi s'habituer aux tremblements de terre hivernaux. Les motos ont bondi d'un seul coup et se sont renversées par terre, comme si quelqu'un les avait lancées dans sa paume. Une seconde plus tard, l'air tremblait déjà de poussière, les animaux paniques sautèrent dans tous les sens et la caméra se mettait à trembler. Un tremblement de terre change tout en une seconde et l'endroit où vous vous arrêterez deviendra décisif pour savoir à quel point cela vaut la peine de faire des plans pour la soirée. Que ressentiriez-vous en voyant une maison s'effondrer sous vos yeux? Vous sentiriez-vous comme le héros d'un nouvel épisode de la saga Bond? On ne sait pas pour quelle raison le bâtiment se replie sur lui-même, mais les autres tiennent solidement debout. Ce n'est sans doute pas un tremblement de terre. Peut-être qu'une vieille structure délabrée a tout simplement rendu l'âme. Un poste de travail bien organisé ne vous apportera pas seulement du confort, il vous sauvera aussi des blessures lors d'un fort tremblement de terre. Une seconde plus tot, tout semblait stable et maintenant la jeune fille s'est retrouvée dans une cabane de meubles qui se sont heureusement regroupés autour de sa table en la protégeant de la chute d'autres objets. Ensuite, certes, il faudra faire un inventaire complet des marchandises, mais l'essentiel, c'est qu'elle n'a pas été blessée. Les habitants du coin observaient avec étonnement la naissance d'un nouveau volcan sous un poteau. Ce qui ressemblait à de la lave s'est révélé être la conséquence d'un puissant court-circuit souterrain que les équipes d'électriciens arrivées sur place ont éliminé. On peut dire qu'ils sont arrivés dans un point chaud. Pouvez-vous vous imaginer New York sans lumière? Cette nuit-là, la ville a plongé dans l'obscurité. Mais avant cela, tout le ciel s'est rempli d'une lueur bleu néon qui scintillait nerveusement, à la stupéfaction des enfants et des adultes. Lors d'une grande panne dans une centrale électrique, une énorme quantité d'énergie s'est libérée dans l'atmosphère, électrifiant le ciel comme une lanterne magique. Le spectacle a duré quelques minutes et le rétablissement de l'électricité a pris de longues heures. Et là, c'est un chaman rural local, quelque part au fin fond de la campagne, qui s'amuse avec le feu. Le Seigneur des Flammes s'ennuie probablement le soir et organise un mini-spectacle pour lui-même, son bien-aime. Qui sait, peut-être met-il le feu à des ventilateurs. Ou bien cette idée a-t-elle un sens cash ou évident? J'attends vos suppositions dans les commentaires. Ce n'est pas de la pluie, ce n'est pas un ouragan. Et ce n'est pas simplement un vent de tempête. Voilà comment un incendie se propage. Une rafale porte une véritable tornade de feu, dévorant tout sur son passage. C'est tout simplement stupéfiant de voir à quel point elle est rapide et puissante. Même la végétation humide ne la retient pas. Le vent sèche tout instantanément et la flamme avale. L'extinction d'un incendie est encore un autre sujet parfait pour un film catastrophe. Dans des conditions d'absence de toute lumière, de visibilité et de possibilité de respirer normalement, l'équipe de pompiers coordonne ses actions pour larguer l'eau avec précision. De ces ordres dépend maintenant la réussite ou non de la victoire contre les flammes. Je suppose que, ce jour-là, la ville était remplie de messages sur des observations d'OVNI. Mais en réalité, ce n'est qu'un anneau de fumée. De tels anneaux se forment lors d'explosions, par exemple si un transformateur saute quelque part et ils continuent longtemps à tourbillonner sur eux-mêmes. Les gens prennent souvent les anneaux volants pour des machinations diaboliques. Mais croyez-moi, ce n'est rien d'autre que la conséquence d'un incident technique. Quelque chose de louche se passe aussi dans la ville. Soit une explosion dans une usine ou une centrale électrique, soit une autre lueur quelconque. Si c'était un incendie, on verrait une colonne de fumée, mais nous ne voyons qu'une lumière vive. Avez-vous des idées sur la cause de ces éclairs? Partagez-les s'il vous plaît dans les commentaires. Un soleil de plomb, un conteneur de déchets plein et
Heureusement qu'il n'y avait personne à côte. Une mauvaise élimination de piles ou de vieux accumulateurs, de bombes de gaz ou de bidons contenant des matières inflammables peut menacer de blessures, voire de mort, celui qui se trouvera là au mauvais moment. Le soleil, c'est le même halogène. Il chauffe simplement les déchets plus lentement. Qui sait ce qu'il y avait encore dans la benne? Peut-être qu'une réaction chimique est venue aider la température. Désormais, je vais jeter les ordures de loin. Qui a eu besoin d'organiser un spectacle pyrotechnique sur une plage qui ne ressemble pas à un lieu touristique en pleine saison? Le fait est que l'on se débarrasse souvent ainsi des grandes carcasses d'animaux morts que la mer rejette sur le rivage et qui se décomposent longtemps en rependant puanteurs et insalubrites. On fait exploser la carcasse d'une baleine pour s'en débarrasser en securite, prévenir la pollution de l'environnement et éviter une rupture spontanée qui pourrait entraîner une contamination infectieuse. Bien sûr, le moment où des tonnes de pourriture s'envoleront dans les airs ne sera pas le plus agréable, mais les petits animaux marins élimineront rapidement les conséquences. En regardant ces images, nous pouvons établir plusieurs faits sans indice. Premièrement, ce ne sont clairement pas des nuages. Deuxièmement, les gens dans la vidéo parlent chinois, mais ils ne mentionnent pas les volcans. Donc, ce n'est pas le début d'une éruption. Passons maintenant au contexte et comprenons que nous n'avons pas devant nous une catastrophe naturelle, mais un incident d'origine technogène. Je ne sais pas si cela ressemble à une blague d'humour noir, mais ces panaches de fumée sont la conséquence d'une explosion dans une fabrique de feux d'artifice. Vous comprenez bien qu'en elle-même, elle représente un entrepôt de matières explosives qui n'attendent qu'une occasion favorable. Le voilà, le véritable chaudron infernal au plus fort de la représentation. La gueule du volcan crache du feu et de la lave, des étincelles et de la fumée. Et ce n'est que le début du spectacle. Le flot incandescent devra s'échapper et parcourir tout le long chemin vers le bas de la pente. La lave volcanique en fusion descend le long de la pente et débouche sur la route. Ici, elle ne rencontre aucun obstacle et peut s'approprier l'asphalte. C'est donc pour cela que le courant a décidé de tourner joyeusement afin de faire un tour confortable sur l'autoroute. Voici encore une scène d'un spectacle colore de la nature qui se joue régulièrement à Hawaï. Le rideau de nuages va maintenant s'ouvrir et les touristes verront apparaître un tableau fantastique. Un flot de lave se déverse directement dans l'océan, avec sifflement et fumée, comme une douche contrastée. On ne s'attardera pas longtemps ici, l'air est traversé par des vapeurs acides toxiques et rempli de poussière. Le spectacle est donc court, quelques selfies impressionnants, et il est temps de retourner à l'hôtel. Cette scène, filmée à Okinawa, montre que les volcans ne participent pas seulement à la transformation du paysage terrestre, mais s'infiltrent aussi dans la mer. Ce que nous prenons pour de l'écume, ce sont de fines particules de pierre ponce qui montrent quelle quantité d'énergie puissante produit l'activité volcanique. En substance, ce petit morceau avec lequel nous polissons nos talons, c'est une roche, du verre volcanique fondu, où les nombreux spores sont des bulles de gaz dans la lave qui a refroidi instantanément en entrant dans l'océan. Quelqu'un a décidé de mener une expérience de laboratoire dans des conditions réelles. Il s'est procuré un morceau de glace pour le plonger dans un flot de lave et voir si le bloc disparaîtrait en une seconde. Mais non, dans la nature, tout n'est pas comme dans les dessins animes. Lors de différences de température extrêmes, des options plus rusées entrent en jeu. La chaleur de la lave provoque l'évaporation instantanée de la couche externe du bloc de glace, ce qui forme une couche de fumée entre les éléments opposés. Elle sert de séparateur entre la glace et le feu, c'est pourquoi le bloc de glace reste encore à flot pendant un certain temps. J'aurais été heureux d'avoir de telles leçons de physique visuelle à l'école, mais peut-être que les écoliers hawaïens l'étudient justement ainsi. Lave et avalanche sont des mots qui se ressemblent, et l'essence du phénomène aussi, mais les tableaux d'une éruption volcanique et d'une coulée de neige sont diamétralement opposés en apparence. La neige ne reste pas toujours simplement posée, elle peut bouger. Sa densité varie aussi, comme celle de l'air et de l'eau. La température et le vent la contrôlent aussi comme une matière. Si les couches inférieures sont devenues friables, alors toute la masse dense de neige et de glace du sommet de la montagne s'effondre vers le bas, ce que l'on appelle une avalanche.
Dans une station de montagne russe, une situation de pâte s'est produite. Maintenant, il n'y a plus ni moyen de partir, ni chemin par lequel le faire. Les voitures et la route se sont retrouvées ensevelies sous une épaisse masse de neige. J'espère que le réfrigérateur de leur restaurant est plein de nourriture pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Les gens vivent dans des régions où la météo cherche plutôt à surprendre qu'à faire plaisir. Et cette chute de neige, elle aussi, s'apprête à se transformer en blizzard. Une rafale continue de vent avec de la neige lorsque la visibilité tombe à zéro et que la tempête ensevelit tout sous des congères impraticables. Mais il semble que quelqu'un réussira quand même à s'en réjouir. Ce tas de neige, comme vous pouvez le supposer, n'est pas apparu ici par caprice d'une météo changeante. Et d'ailleurs, ce n'est même pas de la neige du tout. Voilà à quoi ressemblent des dépôts de produits chimiques qui, en réaction avec l'eau, forment de la mousse. Je ne sais pas quel service on fait de la chimie dans la rue, mais moi, je ne jouerai pas avec ces boules de neige. Ces petites maisons ressemblent à des maisons en sucre. En une nuit, elles se sont transformées en sucettes glacées. Cela arrive lorsqu'un vent plus chaud venant de la mer pulvérise de l'humidite et du sel sur le littoral, où règne un temps froid. Et alors, couche après couche, toute l'infrastructure se retrouve scellée par une croûte dense. Et puisque la température extérieure se maintient constamment en dessous de zéro, les chances que la ville soit désenchantée la nuit suivante ne sont pas si grandes. Pourquoi cette glace semble-t-elle vivante? On dirait même qu'elle respire, comme si un Jean était coincé en eau peu profonde et s'était couvert d'une croûte. Qu'en pensez-vous? Cela pourrait-il être une baleine qui s'est vraiment retrouvée prise dans un piège de glace, mais continue à respirer? Un petit village du Groenland, entouré d'icebergs côte-mer, est devenu un poste d'observation pour des événements grandioses liés à la vie des glaciers. À première vue, il semble inébranlable, mais les glaces ici sont en mouvement constant à cause des changements de température, de l'influence des courants et de la gravite. Parfois, une petite fissure suffit à créer un bruit retentissant sur toute la côte. La vie d'un glacier n'est pas une statue figée, mais un processus tout à fait actif, où chaque jour apporte des changements. Les zones fondues et les fissures mettent l'eau en mouvement, donc la glace ne reste pas la même. La forme change, disons, dans le sens de la diminution. Peu à peu, l'eau se libère et le massif restant s'affaisse. Un désert ne signifie pas forcément une chaleur infernale. Parfois, c'est un froid diabolique. Quand le ciel est clair, l'air est sec et qu'il n'y a pas de vent, on peut facilement y se figer, comme dans une chambre froide. Encore une leçon de physique curieuse pour ceux qui n'ont jamais vu cela de leurs propres yeux. L'eau possède une propriété unique. Elle se dilate en gelant. Chez vous aussi, la porte du congélateur ferme mal. Ici, nous voyons la même chose, mais à des volumes plus grands. Un brusque changement de température à la surface forme une masse de glace qui n'a nulle part où aller. Si la superficie du lac se mesure en kilomètres carrés, alors cette bouillie de glace déborde par-dessus la rive comme par-dessus les bords d'une petite casserole et nous voyons une invasion de hérissons de glace dans les environs. Ces aiguilles sont de très fines stalactites de glace, naissent tout récemment. Encore un tsunami de glace, mais à une échelle plus grande. Lorsque le même phénomène d'expulsion de l'eau gelée se produit dans un réservoir plus vaste, par exemple dans un port maritime ou un grand lac, les petits morceaux de glace deviennent eux aussi plus lourds. Et le spectacle lui-même ressemble davantage à la fracture d'un glacier qu'à une invasion de stalactites. Admirez ces blocs. Ils ressemblent à d'énormes topazes, tant les reflets de nuances bleu transparent y sont irréellement beaux. Il arrive aussi qu'il y ait des tsunamis sur les rivières. Peut-être que l'impulsion est venue de quelque part sur une grande masse d'eau, par exemple un poids lourd et passe là-bas. Et maintenant, la vague va un peu aider les rives, tandis que les enfants recevront un peu plus d'impressions vives dans leur journée. Encore un guide vidéo expliquant pourquoi il ne faut pas garer les voitures sur la promenade du front de mer. Une seule vague suffit pour éclabousser même votre CAF si vous êtes assis chez vous près d'une fenêtre ouverte à une dizaine de mètres de la mer.
La vie est une loterie permanente. Même le choix de la route sur laquelle vous roulez n'est pas un hasard, mais une bonne décision. Il suffisait que vous vous retrouviez de l'autre côte, et la journée aurait pris une autre tournure. Lorsque toute l'énergie de la foudre se dirige vers un arbre sature d'eau, celui-ci explose pratiquement et se désintègre instantanément en morceaux comme un jeu de construction. Je pense qu'il faudra revoir cela encore une fois pour comprendre ce qui se passe ici. Encore un immeuble de grande hauteur qui restera sans football ce soir. La foudre a décidé de les priver de la retransmission. Tant mieux s'ils trouvent des amis dans l'immeuble voisin, là-bas tout reste en ordre. Un énorme front orageux recouvre la ville et la foudre brille d'une manière tout à fait sinistre. Je pense que les plans de soirée de tous les habitants seront les mêmes aujourd'hui. Rester à la maison et de brancher les appareils électriques. Espérons que l'orage n'ait pas arrive pendant la retransmission de la Coupe du Monde de football. Un typhon ressemble à une lance à incendie. Il emporte tout sur son passage avec son puissant jet. Pour un tel vent, un être humain est comme une feuille de papier près d'une fenêtre ouverte. La prise de vue a été faite dans une station balnéaire russe. À première vue, ce tourbillon d'eau ressemble à une colonne jante qui tourne et relie le ciel à la terre, ou plus exactement à l'eau. Lorsque l'air chaud rencontre un air plus froid, il commence à s'enrouler rapidement en spirale et tout cela se trouve à l'intérieur d'un front orageux. Les gens, semble-t-il, ne sont pas pressés de quitter la plage, impressionnés par les dimensions du spectacle. Ils ne pensent tout simplement pas à la force du vent qui accompagne ce tuyau infernal. Encore un lieu féerique se trouve à quelques kilomètres au nord de la ville indienne de Pune. La nature y rit de la loi terrestre de la gravite. Vous vous tenez au-dessus d'un précipice et versez de l'eau vers le bas en vous attendant à ce qu'elle baisse et parte dans cette direction. Mais le vent malicieux attrape les éclaboussures et vous les renvoie. De puissants courants ascendants pulvérisent l'eau vers le haut. Il est intéressant de savoir comment vivent ici les oiseaux et les autres habitants. Ils doivent sûrement tout faire à l'envers, comme de l'autre côte du miroir. Pourquoi l'un des phénomènes les plus grandioses de la nature, le nuage en étagère, ressemble-t-il à l'approche de la fin du monde ? Un massif rouleau long de tout l'horizon apporte avec lui un changement de temps très perceptible, une tempête avec de la grêle et peut-être un ouragan. Si une telle perspective se déploie devant vous dans le ciel, il est temps de prendre une décision raisonnable. Foncez droit à travers le rideau noir des nuages d'orage ou trouvez un moyen d'éviter cette rencontre risquée. L'atmosphère peut changer d'humeur en quelques minutes. Au lieu d'un repos de plage pendant le week-end, les gens se retrouvent dans une situation apocalyptique. L'ouragan arrive soudainement et on ne peut pas s'en protéger sous un parasol. Tout vole autour et à en juger par la couleur de l'eau et du ciel, une averse avec grêle approche. Donc la seule bonne décision est de prendre ses jambes à son cou au plus vite sans espérer que la météo aura pitié. Le toit se détache élégamment du bâtiment et s'envole gracieusement, atterrissant comme une feuille de contreplaque. Avez-vous déjà vu des toits en papier ? Cela signifie simplement que nous observons le processus de loin. Comment le conducteur a réussi à prévoir la trajectoire de sa chute, voilà qui est intéressant. Apparemment, le vent était très cohérent et sans ambiguïté. Et ici, nous avons une rafale de pluie, un ouragan et de la folie. De la folie complète. Un toit métallique tombe comme un papier froisse. En plus, le vent la déchire en lambeaux dangereux et tranchants. Les voitures et les motos sur ce parking n'ont pas été épargnées. Il ne faut pas sous-estimer la force du vent, ni surestimer la solidité des constructions à toits en tôle. Contrairement aux grands tornades qui naissent de tempêtes grandioses, ce tourbillon de poussière ne vient pas du ciel. La terre sèche et surchauffée par une journée claire rend la chaleur à l'air et celui-ci commence à tourbillonner. Souvent, on peut voir de tels tourbillons dans les champs ou les espaces ouverts lorsque l'herbe, les feuilles ou les déchets entrent dans le processus et se mettent à faire une ronde.
Ces phénomènes appartiennent néanmoins aux phénomènes météorologiques dangereux. Et comme ils provoquent une évaporation active du déjà faible pourcentage d'humidité contenu dans la terre, ils peuvent menacer les cultures céréalières pendant leur période de maturation. Une scène sinistre que l'on pourrait intégrer à un film d'horreur sans montage. Dans le ciel pend un nuage noir, un tuyau de tornade en sort, une sirène hurle, les chiens lui répondent et les silhouettes des maisons à l'horizon ressemblent à un bidonville menaçant. Pourtant, ces images hautes en couleurs ne provoquent pas de panique chez l'auteur de la prise de vue. Il constate simplement que la colonne du tourbillon commence à diminuer. Cela signifie-t-il que, dans ces endroits, on est habitué à ce genre de tableau ? Un temps extrême se forme en Floride au-dessus de Fort Lauderdale. Lorsque les tourbillons d'air acquièrent assez de force pour atteindre le sol, ils forment une colonne de tornades. Et il ne reste plus qu'à observer comment elle détruit la ville. Un transformateur explose, ce qui fait apparaître dans le ciel un éclair bleu vif. Et les yachts du port se retrouvent pris dans un tourbillon. La Floride est souvent confrontée à ce type de tornade spontanée, lorsque le vent de l'océan se combine à un fort orage. Les auteurs de la vidéo ont eu de la chance. Les éléments les ont surpris non pas en pleine mer ni dans la rue, mais dans un appartement avec une bonne vue, où l'on peut évaluer la situation lucidement. La bande-son qui accompagne ce sujet n'est pas un air-joue à l'harmonica, mais un signal d'alerte. La tornade décide de se promener le long de la route et ceux qui n'y prêteront pas attention pourraient avoir beaucoup de malchance. Il ne faut pas compter sur le fameux « peut-être que CA passera ». Le rayon de son tube peut atteindre de 25 à 500 mètres et si la colonne vous semble étroite, ne vous faites pas d'illusions. Il vaut mieux se diriger vers un abri avant qu'il ne soit trop tard. C'est précisément ce que crie ce signal sonore continu. Le nuage ressemble à une montagne de neige. Très probablement, il enveloppe l'île de Facondance et ne compte pas la libérer bientôt de sa captivité. En revanche, le paysage est devenu, pour un temps, absolument féerique. Qu'est-ce que c'est ? Un immense ballon volant au-dessus des nuages ou une voile jante? Ni l'un ni l'autre. Devant nous se trouve un phénomène Apple, nuage iris, l'une des espèces les plus inhabituelles de voyageurs célestes. Encore une observation, le phénomène du nuage iris vient d'Indonésie. Dans le ciel, une image si vive s'est dessinée qu'elle rappelle davantage la plume d'un oiseau exotique qu'un nuage. Et bien que l'explication soit toujours la même, les nuages iris sont le résultat de la refraction de la lumière à travers des particules d'eau très froides, cristaux ou gouttelettes. Dans les hautes couches de l'atmosphère, l'effet reste malgré tout strictement individuel. Ces couleurs semblent comme renforcées par un booster, tant ce nuage plume paraît artificiel. Je pense que Peter Jackson lui-même, le réalisateur des films de fantasy, tirés des sagas de Tolkien, envierait ces images. N'est-ce pas une scène du royaume des elfes, Rivendell? Et pourtant, elle est tout à fait réelle. Le soleil colore la cascade des teintes les plus irréelles. En fait, l'endroit est tout simplement magique. L'essentiel est de saisir le moment. Les voyages en mer, ce ne sont pas seulement les tempêtes et les orages, mais aussi des spectacles incroyables que l'on ne voit nulle part ailleurs. Voici un nouveau cadeau de la nature, quelle que soit la façon de regarder, il se trouve que vous êtes au centre de cet arc-en-ciel. Une géométrie étonnamment précise, calculée pour que vous ne vous ennuyiez pas à regarder en permanence seulement deux bandes bleues infinies, au-dessus et au-dessous du pont. Malgré le smog et la chaleur extrême, à travers le prisme de l'arc-en-ciel, Yellowstone ressemble à un endroit joyeux, plein de couleurs, même si le paysage de forme paraît un peu extraterrestre. Je me demande s'il existe quelque part dans l'univers son double. Des navires fantômes voguent au-dessus de l'horizon. Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable? Mais ne vous empressez pas d'ironiser sur l'authenticité de la prise de vue. Elle est réelle, le phénomène que nous observons ici porte son propre nom, Fata Morgana. Cette illusion optique est créée par des couches d'air de densité différentes. Elles reproduisent des reflets en miroir. Et alors, un navire peut tout à fait s'élever dans le ciel sous nos yeux, puisque nous voyons sa copie illusoire. Habituellement, ces couches apparaissent dans les basses couches de l'atmosphère en raison de la différence de température. Et alors, bienvenue dans le conte, où la fille Morgane vous divertira.
Et voici l'explication. Le petit nuage a décidé de passer la nuit au-dessus de l'île, puis, le matin, il se transforme en brouillard et s'est lentement dissipe. Ainsi, la légende de la ville de Kitej, cachée face à l'invasion, est probablement fondée sur un phénomène naturel similaire. Un village de montagne s'est transformé en bétonnière géante. Un flot de boue devale des sommets et emporte des pierres, des arbres, transformant les maisons en débris et les rues en cascades. Personne n'est capable de maîtriser une telle pression. Ni les machines, ni les humains. Il ne reste qu'à fuir et à tenir compte des particularités du paysage lors de la construction. Je pense qu'il se passe ici quelque chose de semblable chaque année. Mais même en le sachant, iriez-vous vous installer dans un quartier apocalyptique ? Ce n'est pas un centre de bain de boue, des fontaines montent de quelque part sous la terre et l'observateur commente qu'elles dégagent une forte odeur de gaz. Si c'est le cas, il s'agit très probablement de la préparation à l'éruption d'un volcan de boue et se trouver à côte d'objets inflammables revient au même que fumer dans une station-service. It smells like propane. Avec le fracas et le grondement d'un train de marchandises de 100 wagons, l'eau brise le pont ferroviaire. La rivière a décidé de l'emporter avec elle, de le faire rouler au fil du courant, au cas où il trouverait une meilleure utilité. D'ailleurs, si les ingénieurs municipaux avaient décidé de le remplacer par un nouveau, ils n'auraient pas trouvé de meilleure méthode de démontage. Pas de dépenses et pas de nettoyage. Regardons ces moments uniques du Costa Rica. C'est ainsi que commence une inondation de grande ampleur. Ce qui semble d'abord être une vague, puis un ruisseau, devient en quelques secondes une cascade boueuse et encore une minute plus tard, cela ne tient déjà plus entre les berges. Appréciez à quel point le courant est violent et combien il serait difficile de garder l'équilibre dans une eau trouble, pleine de débris traîtres, d'arbres et de déchets, si quelqu'un avait la malchance d'y tomber. La promenade du front de mer s'est transformée en impasse. Et maintenant, tous ceux qui voulaient se retrouver dans une autre partie de la ville s'y trouvent aussi. Ils devront chercher des détours par la colline, puisque la mer n'a pas eu assez de place et a déborde par-dessus le parapet. Nous observons les exactions de l'ouragan Alex sur le territoire européen. En un court laps de temps, la localité s'est transformée jusqu'à devenir méconnaissable. Les torrents furieux de l'inondation ont détruit les infrastructures et créé des situations dangereuses partout où l'on pouvait aller. Même la route est arrachée comme un tapis sous les pieds. Putain de merde! Un ruisseau noir s'approche lentement en ligne droite, mais soudain il tourne et se révèle être non pas un simple ruisselet, mais toute une rivière de boue et de déchets. Maintenant, l'auteur de la prise de vue doit faire demi-tour pour ne pas fusionner avec elle. Toute construction au bord d'un précipice finira tôt ou tard par y tomber. Après les pluies, le sol a été lessive sous elle et les supports n'ont plus pu maintenir la petite maison au-dessus de la jungle. Heureusement qu'il n'y avait personne à l'intérieur et que cela ne s'est pas produit la nuit. Mais comment comprendre qu'une maison qui a l'intention de s'effondrer bientôt vous envoie des signaux d'alarme ? Vous roulez de nuit dans une tempête sur une route non éclairée et, soudain, vous comprenez qu'elle s'est terminée bien plus tôt que votre arrivée à destination. Maintenant, un torrent de montagne coule ici. Une partie de la montagne n'a pas tenu et a décidé de descendre vers les gens. Il serait bon que ceux-ci aient eu le temps de deviner son plan traître et d'évacuer à l'avance. On dirait que le village est inhabite. Mais la nature, d'une manière ou d'une autre, a eu l'intention d'ensevelir cette zone, comme on dit, jusqu'au-dessus de la tête. Il ne nous reste donc que les images qui ont documenté cet événement. Un glissement de terrain est possible même dans le désert. Le sable ne ressemble à une montagne qu'en apparence, alors qu'en réalité, c'est un petit tas meuble et traître avec une fine croûte au-dessus. Ainsi, votre safari dans le désert peut soudainement devenir une quête d'alpinisme.
Nous observons la dynamique du développement d'un glissement de terrain dans une carrière dès que les pierres et le sol commencent à bouger. La pente, la gravite et le frottement ne font qu'augmenter la masse de matériaux prête à s'effondrer vers le bas. Il est important de comprendre que tout sol, tout sable ou toute masse neigeuse est soumis à cette régularité. D'ordinaire, c'est notre conscience qui réalise ce tour lorsque vous êtes assis dans un train à l'arrêt, qu'un autre train avance parallèlement à vous et qu'il vous semble alors que c'est vous qui partez. Encore une illusion optique, on a l'impression que le pont est descendu de ses appuis et s'est soudain mis à avancer à travers le champ. En réalité, tout est inverse. L'eau apporte des îlots verts et tente de les faire passer sous la structure. Si vous vous tenez sur le pont, vous pouvez créer l'illusion d'un trajet dessus le long de la rivière si vous ne regardez que vers le bas, comme le montre l'angle de la caméra. Si vous voyez un tel entonnoir sur une rivière calme, ne vous inquiétez pas et ne repensez pas à des réalités marquageuses effrayantes. Ici, il s'agit de l'ingénierie de la nature. Si l'eau tourbillonne rapidement, il peut y avoir deux causes. Soit il y a au fond un trou impressionnant qui commande cette parade, soit deux courants opposés se rencontrent en ce point, n'ont pas réussi à s'entendre et on forme un tourbillon. Si l'on tient compte du fait que les deux versoirs techniques sont construits selon le même principe, avec un réservoir d'eau cache en dessous, la présence d'une traction aussi puissante s'explique tout à fait. Il vaut mieux ne pas se baigner près de tels remous. L'auteur de la vidéo essaie d'expliquer qu'au début de chaque printemps, quelque chose d'étrange se produit dans ce lac. Depuis cette plateforme au milieu, du sable commence à se rependre sur tout le périmètre, colorant l'eau de nuances crayeuses. Ce marquage parallèle ressemble à des lignes dans une piscine, mais ce ressac géométriquement parfait est le résultat du travail du courant. Lorsque l'eau se déplace sous l'effet de l'accélération, elle peut produire un son semblable au fonctionnement d'un moteur ou au piétinement d'un troupeau de chevaux. Il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la planète avec de telles vagues, mais, en règle générale, on les observe dans les zones où une rivière rejoint la mer. Une promenade fluviale s'est transformée en blockbuster intitulé « Le saumon attaque ». Le plus drôle, c'est qu'il ne prévoyait même pas de pêcher. Mais le poisson commence à sauter de lui-même dans le bateau avec une telle fureur qu'il a sûrement distribué à ses gardes des tapes et des gifles avec sa queue et ses nageoires. Tout vient du fait qu'ils se retrouvent dans une zone de frais. Et le comportement fou des poissons n'est qu'une régularité saisonnière. Comme on dit, quand on vous donne, prenez et ne refusez pas. Donc, 10 à 15 kg de saumon frais n'ont encore rendu personne malheureux. Il faut apprendre à recevoir les cadeaux de la nature avec gratitude, même s'ils vous ont un peu fouetté les joues. Ce pêcheur se serait senti décu, comme si une partie de Mahjong avait composé toute seule la combinaison pour lui. Il n'aurait pas eu l'occasion d'éprouver l'excitation de la chasse. Mais le frais n'arrive pas tous les jours de l'année non plus. Dans de tels moments, il faut saisir la chance par la queue. On dit dans le peuple, un jour nourrit toute une année. Cela signifie qu'il faut se trouver au bon endroit au bon moment, comme ces pêcheurs indiens. La saison des moussons fait remonter les eaux profondes en mélangeant les éléments chimiques et l'océan contient toujours beaucoup de chlorure de sodium. Ces composés font briller le plancton et les poissons le suivent tout simplement en énorme quantité. Alors, il ne reste qu'à avoir le temps de ramasser la prise sans aller loin en mer. Ainsi, les pêcheurs se retrouvent être le dernier maillon de cette chaîne alimentaire. L'un des spectacles les plus merveilleux que l'on puisse rencontrer en pleine mer est l'observation d'un énorme banc de dauphins. Les voilà, qui bondissent rapidement, s'approchent, si bien que l'eau autour semble bouillir. Leur grande intelligence leur permet de coordonner leurs actions et de contourner le bateau. Remarquez qu'aucun d'eux n'a fini dans l'embarcation, contrairement au saumon fou. Une baleine à bosse savoure le plancton dans les eaux proches de l'est du Groenland. Elle se déplace en spirale, rassemblant son déjeuner dans une boîte repas. Observer cela à vol d'oiseau est bien plus intéressant que depuis le bord d'un bateau. En plus, personne ne dérange personne, et le navire ne risque pas d'être renversé, comme l'embarcation d'enthousiastes trop curieux. Admirons la danse fluide du Jean de l'océan. Aujourd'hui, il exécute un numéro en solo.
Encore une expérience saisissante de contact avec la nature vivante de l'océan peut être obtenue en nageant au milieu d'un énorme banc de petits poissons. De loin, cette boule ressemble à un oursin géant, mais c'est ainsi qu'un banc de petits poissons se sauve des prédateurs. Ils restent ensemble, formant un tout unique. Il est ainsi plus facile de faire semblant d'être un grand animal. Eh bien, ces ruses fonctionnent probablement parfois. Mais pour le plongeur, cette journée est très certainement devenue une merveilleuse excursion interactive dans un monde de reflets argentes et de tableaux étonnants. Beaucoup de mollusques jouent toute la journée à cache-cache sur le sable du littoral. Dès que l'eau se retire, ils apparaissent à la surface pour respirer et se nourrir. Et avec l'arrivée d'une nouvelle vague, ils replongent aussi dans leurs abris, en laissant parfois sortir leur siphon respiratoire. Ces petits gars, on parsème la plage comme une couvée de poussins. Et si vous pensez marcher sur du sable, ce n'est pas tout à fait cela. Vous êtes sur le toit d'un immeuble collectif où vivent des millions de bivalves, d'univalves et d'autres habitants silencieux. Une moquerie directe envers les surfeurs débutants. Eh bien, ici môme, les oiseaux prennent la vague. Et pour celui qui a de la chance, un poisson en plus. Donnez quelque chose à un ancien membre de la Douma d'État. Bon, en allemand, je me souviens, je peux aussi le faire en français. Ce qui ressemble à une mendicite comique est en réalité le séchage des ailes. Il suffit de puiser le vent et de capter le soleil, puiser et capter, sans dépense d'énergie inutile. Cet étrange appareil qui produit des sons de fusillade n'est ni un dispositif ni un extraterrestre. L'oiseau menteur peut reproduire presque tous les sons qu'il a jamais entendus. C'est le meilleur imitateur de la nature. Maintenant, il va relâcher sa queue et, de radioémetteur, se transformer en un oiseau tout à fait charmant. Il ne reste qu'une question. Où a-t-il entendu toutes ces bandes-sons? Passe-t-on des blockbusters sur grand écran aux zoo? La chasse d'une bande d'oiseaux marins rappelle une chute de pierre. Ils percutent l'eau, plongeant tous ensemble comme un nuage, sans se bousculer ni se heurter, quand l'un se jette vers le bas et qu'un autre, au même moment, remonte à la surface. Très probablement, un banc de poissons est à rive et il y en aura assez pour tout le monde. Il y a quelque part un trou dans le réservoir aérien. La pluie fuit en un mince filet sur un seul point d'un diamètre d'au plus 1,5 mètre. Et la citerne du nuage de pluie, qui s'est percée et fui, est suspendue sur place et ne bouge pas. Parfois, la nature plaisante et, avec la pluie, jette sur la terre ferme certains animaux. Vous pouvez tout à fait avoir la chance de voir une pluie de poissons ou une averse de grenouilles. Certains défenseurs de la nature vivante ne peuvent pas se permettre de rouler tranquillement sur une route parsemée de créatures ces quelconques. Il faut dégager le chemin d'une manière aussi singulière. Je me demande combien de kilomètres de nettoyage il leur reste encore devant eux. Where did all these people come from? Too God behind. Les jardiniers ont été de route par un train de chenilles qui part et arrive chaque jour sur le même quai selon l'horaire. Ils se cassent la tête pour comprendre pourquoi elles marchent en file indienne et comment elles choisissent le conducteur qui connaît exactement l'itinéraire. Mais si l'on raisonne logiquement, une chenille, c'est un insecte et pour un oiseau, simplement de la nourriture. 10 en rangée, c'est déjà un ver et des centaines d'individus en caravane ressemblent visuellement à un serpent que tous les oiseaux n'oseront pas attaquer. C'est la même technique que celle utilisée par un banc de poissons lorsqu'ils se rassemblent en boule, mais dans une version terrestre. Cette drôle de ronde, qui rappelle la promenade de prisonniers dans la cour d'une prison, est en réalité un rituel de surveillance. Regardez autour de quoi ils marchent. Les oiseaux se comportent ainsi lorsqu'un prédateur ou quelque chose de potentiellement dangereux entre dans leur champ de vision. Ils veulent montrer « Hey, hello, nous sommes sur nos gardes ». Je me demande si le terrible prédateur donne des signes de vie, l'anneau se resserrera autour de lui. Un spectacle digne de l'horreur, les serpents, comme on le sait, aiment aussi le lait et ont appris à l'obtenir eux-mêmes. La vache, semble-t-il, doit partager sans se plaindre, puisque lorsque l'on est attaché par une corde, on n'a pas vraiment le choix. Si un serpent se tord ainsi le long de son axe, cela signifie que c'est lui qui a besoin d'aide, pas vous.
Ces convulsions sont des spasmes nerveux provoqués par une blessure ou un empoisonnement aux pesticides. Donc, si vous avez la possibilité de contacter les services de protection de la nature ou de capture, faites preuve de générosité. Vous ne saviez peut-être pas que les coquilles Saint-Jacques ne ressemblent pas du tout à des mollusques amorphes menant une vie couchée. Au contraire, elles nagent très rarement et sont assez actives. On peut même communiquer joyeusement avec elles si vous savez rire sous l'eau. Comme on le sait, les éléphants adorent l'eau et la baignade. Ils nagent parfaitement et plongent même sous l'eau. Mais je ne peux pas dire avec certitude que ce bain procure beaucoup de plaisir à cet éléphant femelle. Peut-être qu'elle exécute simplement les consignes faute de choix, comme la plupart d'entre nous dans un travail routinier au bureau. Pour comparer, allez dans n'importe quel parc national et regardez comment les éléphants se comportent dans de grands points d'eau, dans leur milieu naturel. La tentative d'un designer architectural moderne de créer un hybride des styles écologiques et urbains a conduit à ce que les gens haussent les épaules avec perplexité, tandis que les animaux tentent de maîtriser les extérieurs urbains. Je suppose que cet immeuble éclectique risque bientôt de se transformer soit en pigeonnier, soit en termitière. L'Angkor Wat du 21e siècle avait probablement pour but d'appeler les gens à prêter davantage attention à la nature vivante. Mais il ressemble à une chapelle abandonnée sortie des histoires d'horreur de Gogol. Regardons des sujets consacrés aux invasions d'animaux et de plantes. En 2019, les régions du sud de la Russie ont souffert d'une étrange catastrophe naturelle. Des hordes de criquets affamés se sont abattus sur les terres agricoles. Des milliards d'insectes se sont rassemblés en un véritable nuage pour migrer, mais en chemin, tout le monde veut manger. Et les terres qui se sont trouvées sur leur route ont été presque entièrement dévastées, sans aucune perspective de récolte. Les criquets ont été de place de leurs lieux habituels par une combinaison malheureuse de chaleur et de sécheresse ultérieure, et en quête de nourriture, ils ont décidé de partir en voyage. La même invasion a eu lieu à Madagascar, et elle a été reconnue comme la plus catastrophique pour l'agronomie et l'agriculture des 60 dernières années. L'Amérique est un pays vaste, et dans les plaines, le vent fait ce qu'il veut. En ce moment, il s'est mis en tête de cacher l'autoroute sous des boules de buissons épineux, également connus sous le nom de virevoltants. Il les balaie ici directement sous les roues des voitures, et sans l'horizon encourageant devant lui, il est peu probable que le conducteur aurait poursuivi son chemin avec enthousiasme. Comme il n'y a pas d'éclairage ici, et que les poteaux ne suggèrent pas la présence d'une route, si le marquage disparaît sous ces boules, retrouver le chemin deviendra assez difficile. L'autoroute s'est transformée en fenil à cause des buissons d'épines du désert que le vent a poussé dans un creux. Maintenant, votre voiture devra jouer un court moment le rôle de bulldozer pour dégager le chemin. L'essentiel est de ne pas rester bloqué dans cet enchevêtrement, sinon il faudra vraiment appeler l'assistance technique et non pas l'être soi-même. Si vous pensez que les arbustes et la route sont couverts de givre, vous vous trompez. Le territoire autour du lac grec Vistonida est devenu un véritable camp pour araignées. Tout autour est recouvert d'une toile épaisse. La nature a créé des conditions extraordinairement confortables pour la reproduction de la colonie d'araignées et cette population a connu une véritable explosion démographique. En revanche, les criquets ont évité ce buffet et sont partis plus au sud. En se promenant sur une plage déserte, on peut tomber sur des objets qui ressemblent à des accessoires de Pirates des Caraïbes. Voici par exemple une version miniature. Pas la perle noire, bien sûr, mais une barque très pittoresque, entièrement occupée par des habitants marins. On peut dire qu'ils ont déjà fusionné en un seul tout et resteront inséparables à jamais. Cela semble un peu repugnant, mais la mer ne laisse rien sans attention. Au milieu de la nuit, un navire de croisière a été attaqué par des centaines d'oiseaux. Ils s'engouffraient chaotiquement dans toutes les pièces et se heurtaient sans cesse. Ce comportement ressemblait d'abord à une attaque, mais en réalité, ils étaient désorientés. Pendant le vol migratoire, les oiseaux sont guidés par leur propre navigateur, mais la lumière vive du paquebot a pu les faire dévier de leur route et provoquer la panique. Voilà pourquoi eux et les passagers ont dû vivre une nuit d'horreur.
Les autruches courent aussi le matin. Bien qu'il existe une opinion courante sur la stupidité de la plupart des oiseaux, je ne sous-estimerai pas certaines espèces. Par exemple, ce gars a cédé la route en se rabattant avec tact vers la droite. Tous les conducteurs devant vous ne devinent pas toujours qu'il faut faire la même chose, vous laisser passer sans créer le chaos sur la route. D'ordinaire, ce sont les léopards et les jaguars qui s'installent nonchalamment sur les branches. Mais ici, nous avons une installation avec des chèvres sauvages. Que faire? Les habitants des montagnes sont appelés par la hauteur et ils doivent se contenter de ce qui est disponible. Comparons l'échelle. Ce ne sont pas des élans, ce ne sont pas des éléphants. Ce sont des grues de chantier couvertes de taches qui passent de l'autre côte de la route. On a du mal à croire que la voiture semble être un insecte par rapport à la taille d'une girafe adulte. Heureusement, elle s'était pas précise. Si la peur des serpents a un nom scientifique, comme par exemple la peur des araignées, l'arachnophobie, alors cet endroit grouillant de reptiles ressemble exactement au cauchemar de ces personnes. Ce n'est pas le tourbillon de neige habituel sur les routes russes. C'est un essaim d'insectes, des papillons de nuit ou, Dieu nous en garde, des criquets, qui se dépêchent lui aussi vers la ville. La caméra de surveillance du jardin a capturé quelque chose de peu flatteur. Par une journée claire, une ombre noire au contour indéfini est apparue sur le terrain, devenant de plus en plus dense. Tant mieux si vous êtes biologiste. Alors vous direz immédiatement quels insectes ont pu rendre visite aux propriétaires. Mais si, par exemple, vous vous intéressez à l'ésotérisme, ces images ne provoqueront probablement pas, chez vous, une réaction positive. Alors, qu'en faire? Les mettre sur le compte de la nature? Ou supposer que dans cette maison, toutes les factures karmiques n'ont pas été payées. Chez les humains, comme chez les animaux, la question du choix du partenaire est tout aussi importante et complexe. Parmi des milliers et des millions d'autres représentants de son espèce, comment choisir celui avec qui l'on peut être non pas un seul jour, mais des années? Et si l'on a de la chance, résoudre le problème du choix une fois pour toutes. Regardez, parmi une multitude de flamants roses qui semblent identiques, chacun doit trouver sa moitié. Pour que les couples se forment, ces oiseaux étonnants inventent leur propre rituel de parade. Ils organisent une danse en groupe afin que les partenaires potentiels puissent établir leur classement. En plus d'une efficacité convaincante dans la résolution d'une tâche claire, ces chorégraphies fascinent par leur beauté magique. Cette créature marine est une véritable susceptible. Il suffit que quelqu'un la touche pour qu'elle commence aussitôt à se transformer en pierre, tant son âme est vulnérable. Regardez, si vous la voyez ainsi, soupçonneriez-vous que c'est une plante vivante? Personnellement, je n'ai jamais rien vu de semblable. Et vous? Cet arbre n'est pas un conducteur mystique de prophétie biblique, c'est simplement un event. Lorsque les eaux souterraines montent haut vers la surface après des pluies torrentielles, elles s'accumulent comme une bulle et cherchent une sortie, créant une pression. Dans ce cas, elles ont été aidées par un canal dans le tronc d'un vieil arbre qui s'était fendu depuis longtemps et peut maintenant travailler un peu comme une fontaine. Ce n'est pas un secret que l'arbre est un système de transport des liquides. Il nourrit ses cellules avec sa sève. Mais certaines espèces d'arbres dans les forêts africaines peuvent absorber une grande quantité d'eau du sol en réserve et même servir de sorte de canalisation. Lorsque beaucoup d'eau s'accumule dans le tronc, n'importe quelle entaille libère tout un flot. On peut s'en servir au lieu de chercher le point d'eau le plus proche. Beaucoup d'entre vous penseront qu'il s'agit d'une mise en scène, mais le jet d'eau jaillit vraiment de la pierre de la manière la plus naturelle. En se frayant un chemin vers l'extérieur depuis une source souterraine, l'eau trouve des canaux dans les fissures de la roche, et comme ceux-ci sont déjà plus étroits que le flux initial, une pression apparaît qui maintient cette fontaine en pleine forme. Dans l'État de New York, dans la réserve de Shell Creek, il existe un lieu appelé Flamme éternelle. Ici, un paradoxe associe le feu et l'eau. Probablement, du gaz naturel sort d'en bas par une fissure dans la roche, et l'eau n'empêche absolument pas la torche de brûler sans interruption. Cela vaut la peine de voir cela de ses propres yeux pour comprendre à quel point les tours de notre planète sont variées.
Nous nous trouvons sur la côte iranienne, dont la plage a pris une teinte rouge vif après des pluies torrentielles. Le fait est que le sol local est très riche en minéraux contenant du fer. Et en se mélangeant à l'eau, l'oxyde de fer colore la terre d'une couleur fantastique. Un contraste inhabituel avec le bleu de la mer, n'est-ce pas ? Dans des conditions de chaleur et de sécheresse, comme dans le deuxième plus grand désert de sable du monde, le Taklamakan, on peut rencontrer un phénomène inhabituel. Ce phénomène peut être observé dans le nord-ouest de la Chine, au centre du bassin du Tarim. Lorsque le vent pousse le sable sur la plaine, les collisions et le frottement des particules créent de l'électricité. Si la tension atteint une valeur perceptible, les cheveux sur votre tête peuvent se soulever et bouger, en produisant un crepitement caractéristique. Nombreux sont ceux qui veulent tester sur eux-mêmes cette expérience amusante. Et il est vrai que c'est plus intéressant que les expériences pratiques à l'école pendant les cours de physique. Tout ce qui concerne les zones marécageuses est indissociablement lié au mysticisme. Il y a les feux follets, les sons étranges et un mouvement inexplicable. En réalité, presque tout s'explique. Nous voyons du gaz se libérer des couches sous-marines du sol. Oui, il bouillonne et produit un effet d'ébullition. Mais un marais ne peut pas exister autrement. Quand il y a peu d'oxygène et que les matières organiques se décomposent, il faut bien que quelque chose s'échappe de cette boue éternelle. Alors n'ayez pas peur des bruits de glouglou. C'est la routine ordinaire d'une tourbière. Dans les régions désertiques du Moyen-Orient, les couches pétrolières se trouvent parfois près de la surface de la Terre. Et si elles trouvent une fissure, une sorte de source apparaît. Comme le pétrole et le gaz sont plus légers que l'eau et que les minéraux voisins, ils remontent ensemble. Ainsi, les endroits où le pétrole jaillit du sous-sol existent vraiment. Mais il ne faut pas penser que, dans ces petits marquages, l'extraction pétrolière est la plus facile du monde. S'il s'agit d'un travail humain, il est associé à des conditions climatiques difficiles, à des contraintes techniques complexes, ainsi qu'à des risques. Le gaz peut se libérer spontanément et les hautes températures n'ajoutent pas d'enthousiasme à l'idée de travailler dans cette chaufferie infernale. En plus, le pétrole épaissi se transforme en goudron. Essayez donc de prendre une douche après le travail. Le ciel au-dessus des Philippines s'illumine en quelques secondes de toutes les couleurs possibles de l'arc-en-ciel. Elles ont été apportées avec lui depuis les profondeurs de l'espace par un petit astéroïde. Il termine sa mission avec une telle botte afin que les terriens se souviennent le plus longtemps possible des dernières secondes de son vol. Une colonne solaire n'est pas une erreur de programme dans la matrice. Ce phénomène naturel rare peut être observé lorsque la lumière du soleil traverse des milliards de particules de glace situées près du sol. Si vous avez déjà vu dans l'air une légère suspension non pas de flocons de neige, mais de gouttelettes, c'est justement elle qui permet à la lumière de se fondre en une colonne verticale et de créer le reflet du rayon dans la même direction et sous le même angle que celui par lequel l'astre daigne nous éclairer à cet instant. Les observateurs, frappés d'étonnement, se rassemblent devant une scène inexplicable. Une colonne de lumière se dresse en travers du ciel, scintillant de différentes nuances de lueur néon, avec des reflets de nacre. Honnêtement, moi aussi, j'aurais classé cela parmi les messages venus d'en haut, car vous n'allez pas affirmer qu'il s'agit simplement d'un coucher de soleil, n'est-ce pas ? Peut-être que les spécialistes des nuages diront que l'air froid et le brouillard ont travaillé ici. Mais je n'avais encore jamais rien vu de tel. Peut-être ajouterez-vous vos remarques au sujet de cet épisode. On dirait que la mer et le ciel ont échangé leur place. Ces vagues massives en haut n'annoncent rien d'autre qu'une tempête. Mais il est intéressant de noter que ces gigantesques creux ont été formés par la lutte entre l'air froid de la tempête et l'air côtier plus chaud. Comme on le sait, l'air chaud monte, tandis que le froid cherche à le clouer vers le bas. C'est pourquoi des zigzags nettement dessinés sont apparus dans le ciel. Dans le ciel au-dessus de la partie montagneuse du sud de la Russie, d'étranges lueurs sont apparues. Cet épisode a été filmé dans la République d'Adyguée. Cette région est connue pour ses bases de loisirs, pas pour l'armée. Si cette lumière dansante est venue de l'espace et se prépare à atterrir, pourquoi danse-t-elle comme deux cerfs-volants en lasse accomplissant un rythme mystérieux? Les astéroïdes ou les fragments d'engins spatiaux ne se comportent pas ainsi. Leur trajectoire est une chute droite. Si c'est un aéronef, alors pourquoi les lumières se divisent-elles en deux, puis encore en plusieurs plus petites? Honnêtement, même dans tous nos épisodes précédents, je ne me souviens pas d'un phénomène semblable.
Peut-être partagerez-vous vos réflexions à ce sujet. Est-ce un ovni, un corps spatial ou un nouveau phénomène naturel ? Encore la Californie, encore un objet volant non identifié, mais dans ce cas, les problèmes, très probablement, ne se trouvent pas chez les témoins, mais chez l'objet lui-même. Autour de lui se repent une sorte de flamme infernale. Franchement, cela correspond peu à un drone en feu, et j'aimerais en savoir davantage sur cet incident si la vidéo ne s'interrompait pas si vite. Il est intéressant de savoir ce qui peut laisser une telle trace dans le ciel, un corps céleste ou un transport spatial. Puisqu'un tel panache se forme derrière lui, peut-être tourne-t-il sur lui-même. Et comment comprendre s'il tombe sur la Terre ou s'il se déplace parallèlement et de manière contrôlée ? Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que c'est ? La trace d'une fusée ou un ovni ? Des habitants d'une zone rurale filment un phénomène inhabituel. Quelque chose brille vivement dans le ciel nocturne, puis se sépare en partie et se dirige doucement vers la Terre. Très probablement, ce n'est pas une comète, car son mouvement est habituellement horizontal, ni une météorite, puisque le mouvement est doux, la vitesse n'est pas si élevée, et le poids n'est pas grand. Nous observons probablement l'atterrissage d'un satellite, puisqu'il se désagrège dans l'atmosphère. Eh bien, ils auront une chance demain d'aller là-bas et de regarder ce qui est tombe. Salar de Uyuni, tel est le nom de ce lieu inhabituel en Bolivie, où la Terre ressemble à un miroir parfait du ciel. Le célèbre salar des Andes centrales se trouve à l'emplacement d'un lac à sèche, à une altitude de 3650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui le rend unique, ce n'est pas seulement son immense superficie. Imaginez un miroir géant d'une superficie de 10 km². Le principal miracle, ce sont les reflets qui apparaissent à la surface après la pluie. Lorsque l'eau recouvre la couche blanche de sel, on peut observer ici le tableau le plus apaisant du monde. Je suppose qu'un voyage ici compte comme une retraite. Quelle histoire d'aujourd'hui a été pour vous une véritable révélation ? Écrivez dans les commentaires tout ce que vous pensez de ces vidéos et abonnez-vous à la chaîne Top Facts pour des sélections des faits et vidéos les plus incroyables de tout Internet. Merci d'avoir regardé et regardez dès maintenant les précédents épisodes incroyables qui sont déjà apparus sur votre écran.